On ne peut survivre sans l'esprit. Êtes-vous là? Allez-vous agir? Let's reconnect. Y aurait-il une géométrie du réel? Reconnect us to the earth. Bienvenue dans Géométrie du réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Jean Bick pour donc son livre Harry Potter et le secret des alchimistes, et puis Isabelle Nadolny pour son livre Histoire du tarot, origine, iconographie et symbolisme aux éditions Trajectoire. Alors, on va commencer donc par les dames d'abord. Isabelle, est-ce que tu veux bien te présenter succinctement, s'il te plaît? Bonjour à tous. Merci Lionel de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de te revoir. Bienvenue à Jean aussi et bonjour. Alors moi je suis, comment résumer? Je suis conteuse, historienne, bibliothécaire, historienne de formation. J'ai été spécialisée dans l'histoire des livres anciens sous l'Ancien Régime français avant la Révolution. Ça m'a permis d'entrer à la Bibliothèque nationale. Et ensuite, j'ai suivi une formation de conteuse de théâtre. Je suis entrée dans une école de théâtre professionnelle. Je suis devenue conteuse. Là-dessus, le tarot est venu se greffer en 2009, où j'ai acheté ce jeu par curiosité, par simple curiosité. Mon frère tirait les cartes et je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi? Et ça a ouvert la boîte de Pandore dans ma vie, on va dire. C'est-à-dire qu'en découvrant ce jeu étrange, j'ai découvert une forêt de symboles, de concepts, d'idées, de sensations très étranges, très nouveaux pour moi. Ça m'a ouvert tout un monde. C'est difficile à résumer comme ça. Aujourd'hui, en fait, le tarot, ça me sert de support à la fois pour raconter des histoires, des contes, et aussi en tant qu'historienne, parce que j'ai trouvé que c'était un magnifique lieu de recherche. Et c'était une des premières questions que je me suis posée quand j'ai eu le tarot dans les mains. D'ailleurs, c'était à la fois comment on se sert de ce jeu, et puis quel est ce jeu, d'où vient-il? Les images ont l'air anciennes. Alors j'ai été à la librairie ésotérique du coin, j'ai demandé au libraire, est-ce que vous auriez un livre sur l'histoire du tarot? Et le bonhomme a répondu, ah non, pas du tout. Je sais quoi, ça n'existe pas. Puis, non, ça n'existait pas. Ou en fait, si, mais lui, il le savait pas. Il y avait quelque chose dans un coin, c'était l'encyclopédie du tarot de Kaplan, c'est tout ce qu'il avait. Je me suis dit, ok, qu'à cela ne tienne, je vais faire des recherches. Et ça a commencé comme ça. J'ai donc découvert beaucoup d'écrits, en fait. D'accord. Donc on va en parler juste après. Donc Jean, est-ce que tu veux bien te présenter aussi, s'il te plaît? Oui, salut. Voilà, merci de m'avoir invité. Alors, moi, je suis historien de formation. J'ai un master en archéologie, art et lettres, donc dans la faculté de philosophie. Et voilà, mon parcours commence de manière assez précoce avec Mozart, en fait, puisque vers l'âge de 15-16 ans, j'étais assez fasciné par ses opéras. Je me rappelle encore avoir demandé à mon prof de théâtre à l'époque, tiens, est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire de la flûte enchantée de Mozart? Et alors là, elle a levé les yeux au ciel, elle a dit, oula, on va pas en sortir. Et en fait, on a discuté, je pense, pendant des heures et des heures, et c'est là que j'ai rencontré l'univers symbolique. Ça a été vraiment une révélation pour moi, découvrir un peu comment, au sein d'une œuvre littéraire, musicale, théâtrale, par le biais des symboles, et comment est-ce qu'on pouvait raconter quelque chose qui n'est pas de l'ordre, comment dire, d'une expérience de vie commune, mais vraiment quelque chose qui révèle notre intériorité. Et donc voilà, mon parcours a commencé à 15 ans quand j'ai lu tous les opéras de Mozart, les livrets, et puis du coup, progressivement, je me suis intéressé à l'histoire de Mozart, à son contexte. J'ai découvert comme quoi Mozart était franc-maçon, donc du coup, j'ai découvert la franc-maçonnerie à 16 ans.
Encore une fois, ça a été une révélation sur tous les plans symboliques, le langage symbolique. Voilà, du coup, des années durant, je me suis informé sur tous ces symboles. Et petit à petit, en fait, finalement, chaque fois que je lisais une œuvre, que ce soit littérature contemporaine ou plus historique, chaque fois que je regardais une œuvre picturale ou une pièce de théâtre ou quoi que ce soit, chaque fois j'avais ce regard symbolique euh, qui s'imposait à moi. Et donc, par défaut, à chaque fois que je regarde un film même, hop, je décrypte les symboles. Et c'est comme ça que vers 17-18 ans, évidemment, vu que je suis un grand fan d'Harry Potter, je n'ai pas pu passer à côté des symboles présents. Et vu que tu m'as introduit en disant que j'étais donc l'auteur du livre Harry Potter et les secrets des alchimistes, et du coup, évidemment, cette manière de voir les œuvres sous l'angle du symbolisme s'est imposée également dans ma lecture d'Harry Potter, puisque je suis un grand fan d'Harry Potter. Et en fait, c'était après une énième relecture de toute la saga, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de symboles qui appartient un peu au monde ésotérique en général et plus particulièrement à la franc-maçonnerie. Et donc voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai commencé à noter tous les similitudes entre Harry Potter, la franc-maçonnerie et l'ésotérisme, l'alchimie et tout ça. Et ça a été un travail de longue haleine puisque 10 ans plus tard, j'ai sorti donc mon bouquin sur Harry Potter et le secret des alchimistes. Très bien, très bien. Alors, vous avez tous les deux un parcours très très riche. Alors, avant de partir sur les symboles, l'ésotérisme, l'alchimie, etc., je voudrais qu'on puisse parler un tout petit peu d'un aspect qui est peu abordé, donc comme tu le disais Isabelle tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect de l'histoire des tarots, c'est-à-dire la vraie histoire, hein, pas le cheminement spirituel au sein du tarot, mais l'histoire même des cartes. Alors, donc ton livre est vraiment basé là-dessus. Alors, il est très bien structuré. Il y a de nombreuses illustrations. Le livre est magnifique et le contenu est très, très, très intéressant. Je t'avoue que moi, donc pour être passionné des tarots depuis, je sais pas, je crois que j'avais 23, 24 ans, je n'ai jamais croisé de livre aussi complet, aussi fouillé et je dirais même assez juste, hein, parce que dans ton positionnement, tu le dis à la fin, tu es une passionnée des tarots, tu tires aussi des tarots et tu as quand même voulu faire la part des choses, voilà, entre ce qui est relevé de l'historicité avérée, de ce qui ne l'était que de manière très peu probable et de ce qui était hautement improbable. Et à chaque fois, tu décris les choses de cette manière-là. Voilà, donc c'est très intéressant. Et donc ce que j'ai noté de fort intéressant, c'est que tu places le début des premières citations des tarots au XVe siècle. Est-ce que je ne me trompe pas, du côté de l'Italie? Oui, c'est Est-ce que ça. tu peux en parler un tout petit peu de ça? C'est ça. En fait, enfin, pour écrire ce livre, je me suis basée sur les tarots des chercheurs, des historiens du jeu, notamment. Ce n'est pas moi qui ai trouvé cette date. 1440, c'est la plus ancienne citation connue pour l'instant d'un jeu de tarot dans l'histoire. C'est l'historien Thierry de Poly qui a trouvé cette mention. Car malheureusement, enfin, je suis historienne, mais je n'ai pas accès aux sources italiennes de la Renaissance. Je n'écris pas le latin, je ne le lis pas, et je ne connais pas la paléographie médiévale. Donc, j'ai été chercher les travaux de grands historiens du jeu et du tarot que j'ai compulsé, que j'ai lu, que j'ai étudié, pour en faire un livre que j'appellerais de vulgarisation, enfin pour tous ceux qui aiment le tarot. Et je dis vulgarisation au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire rendre accessible des connaissances scientifiques. Donc effectivement, les chercheurs, les spécialistes de l'histoire des jeux et des cartes à jouer disent que c'est 1440 pour l'instant la plus ancienne date connue. Alors j'avais noté la référence de cette date. Je ne sais pas si vous voulez que je vous la lise. Vas-y. C'est un. J'aurais dû noter la page parce que je ne connais pas toutes ces références par cœur. C'est pas évident.
c'est le notaire des Médicis, voilà, qui a écrit dans son journal qu'il a donné au seigneur Gismondo un jeu de Naïbi à triomphe qu'il a fait faire sur commande à Florence. Voilà la mention exacte qui date du 16 septembre 1440. J'aime bien citer les sources. Tout à fait. Pour nos auditeurs, alors déjà, je mettrai ton livre en lien hein, pour qu'ils puissent aller voir par eux-mêmes. Pour nos auditeurs, donc tu évoques le Neibi. Alors je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est donc les premiers jeux de tarot, un des premiers noms des jeux de tarot qui n'étaient pas ce que nous on appelle le jeu de tarot de Marseille. Donc on a commencé l'origine des tarots finalement se plonge et se mélange avec celle Oui, des c'est ça. cartes à jouer. C'est-à-dire que les cartes à jouer, enfin à l'origine, on les appelait Naibi, Naipes dans l'Europe du Sud, et on les appelait Chartae, Karten dans l'Europe du Nord, et elles sont apparues dans les années 1370, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune trace avant de ces cartes, et les sources se multiplient dans les années 1370. Les sources les plus certaines, c'est par exemple une des plus anciennes, c'est en 1377 où un moine parle d'un jeu Ludus Cartarum dans un traité, et il évoque les cartes, et il évoque déjà à quel point elles figurent le monde et la vie humaine. Donc ça, c'est intéressant. C'est comme quoi une des plus anciennes sources connues évoque les cartes comme représentant autre chose qu'un simple jeu, déjà à ce moment-là. Du coup, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que, du coup, quand on dit Naibi à triomphe, c'est-à-dire c'est un jeu de cartes avec des triomphes. Les triomphes, ce sont les atouts, c'est-à-dire les fameux, ce qui deviendra les 22 arcanes majeurs. Et on l'appelait aussi le jeu des triomphes. Et c'est devenu inexplicablement tarot en 1505. Tarocchi en Italie, tarot en France, deux sources de la même année font état de ce changement de nom, et personne ne sait pourquoi ni comment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce que veut dire le mot tarot. Ah oui, alors ça, On a des théories d'historiens, mais moi la seule chose qui me paraît certaine, c'est que une citation de 1505 parle, c'est écrit en latin, mais c'est traduit c'est un jeu vulgairement appelé tarot. À partir de là, vulgairement, ça signifie que c'est en langue vulgaire, donc on ne peut pas garder l'idée que le tarot viendrait d'une racine grecque ou latine ou hébraïque, c'est-à-dire toutes les théories sur la rota, la Torah ou Horat, déjà sont des anagrammes, c'est pas des racines. Ça colle pas trop avec les sources anciennes qui évoquent ce mot. Après, pour ce qui est de trouver une interprétation plausible, ça c'est très intéressant. Moi, ça m'a paru vraiment intéressant et ça m'étonne pas. Si ce jeu est apparu relativement récemment, c'est-à-dire à la fin du Moyen Âge, pourquoi il aurait des racines grecques, latines, hébraïques, moi ça me paraît très improbable. Tout ce que je peux dire aussi, c'est que du coup, les historiens ont trois probabilités, donnent trois idées. Selon le grand historien du tarot, Thierry de Poly, ça pourrait être une racine arabe, tar, T-A-R-H, qui voudrait dire rejeter, déduire, ou une racine castillane, espagnole, tarea, qui voudrait dire lancer, distribuer, tirer. En fait, des racines en lien avec le jeu lui-même, le fait de jouer avec. Il y a un poème de 1494 qui cite Tarok, qui veut dire fou, idiot. Et d'ailleurs, il y a des auteurs de cette époque qui disent que c'est un jeu imbécile créé par un auteur qui a une tête pleine de vent. J'aime bien l'idée aussi où les gens se disent mais c'est quoi ce jeu débile. Moi j'aime bien cette idée. Après j'ai trouvé dans un dictionnaire étymologique ça pourrait venir de tarot carré, taroko, se mettre en colère. Et ça peut venir des exclamations des joueurs à table. Tiaroko, je t'attaque. Taroko, je t'attaque. Je trouve cette idée pas mal aussi. Mais ce sont que des idées, il n'y a aucune trace pour l'instant qui explique ce mot, vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que tu dis aussi que finalement le tarot
tel qu'on le connaît, les premières racines, enfin les premières origines, pardon, des formes les plus proches de ce qu'on connaît nous, dénommé tarot de Marseille, sont datées du XVIIe, donc vers 1600, et c'est à peu près une période en plus assez troublée en termes de politique, de mouvements, enfin entre les royaumes, les rois, etc. Hein, c'est bien ce que tu avances dans ton livre. Non, ce que je disais, c'est l'époque troublée. Enfin, ceci dit, que ce soit le 15e, 16e, 17e siècle, c'est toujours extrêmement sombre, politiquement assez instable, avec de nombreuses guerres, de nombreux conflits. Et là, j'évoquais plus l'Italie du 15e siècle, avec des cités qui se combattent les unes les autres, avec des papes qui se combattent les uns les autres, car il y en avait deux, le Saint-Empire qui est en conflit avec la papauté et toutes ces choses. Et il me semblait que ce jeu pouvait être un reflet d'une époque, d'un état d'esprit qui est très enclin à ça. Parce que quand on peut voir les cartes de tarot telles qu'elles sont apparues, qui seront toujours les mêmes d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire bon, la façon de les figurer change, mais il y aura toujours le battleur, l'impératrice, le pape, la maison Dieu et toutes ces choses. Et moi, ce qu'elles m'ont paru figurer par rapport à l'époque, pour ce que j'en connais de cette époque, parce qu'en plus je ne suis pas médiéviste, et d'ailleurs j'aimerais beaucoup aller interroger des historiens médiévistes spécialisés des mentalités et des représentations du XVe siècle chrétien, parce que je pense qu'ils auraient beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'en trouver, parce que ça manque. En tout cas, moi, ça m'évoque l'état d'esprit. Je pense que ce serait bien de leur mettre cet ensemble d'images sous le nez et de voir ce que c'est-à-dire l'état d'esprit d'un homme de cette époque qui comment dirais-je, avec des cartes qui évoquent la finitude des choses, l'impermanence des choses, la mort, la maison Dieu, la roue de la fortune, l'ermite qui représentait à l'origine dans le tarot le temps. C'est-à-dire un peu, ok, tu vis ta vie humaine avec l'amour, avec la gloire, avec le pouvoir, mais n'oublie pas que tôt ou tard tout cela finira. Pour qui te prends-tu un peu? Et il y a une espèce d'ensemble qui va vers la vie humaine jusqu'à l'infini des choses, jusqu'à la résurrection, le jugement dernier, le jugement. Donc ça me paraît constituer un ensemble qui est assez cohérent et qui en même temps, à mon sens aussi, n'est pas si ésotérique que ça. À mon avis, ce sont des représentations très communes pour le XVe siècle chrétien. Mais tout ça, c'est mon avis, c'est pas la vérité. C'est ce que je pense. Du coup, je te laisse la parole, Jean. Jean, tu voulais intervenir? Oui, en fait, j'avais une question justement à l'historienne que nous avons ici, Isabelle. Voilà, on parlait justement que, enfin, vous disiez que tous les atouts, on les voit dès le début, et que ce sont les mêmes, en fait, ce sont les mêmes qui sont restés aujourd'hui. Moi, j'avais une question, c'était les atouts, elles sont numérotés et elles ont un nom. Est-ce que ces noms existaient déjà dès le début, dès le XVe siècle? Est-ce que l'ordre aussi est le même? Parce que une des premières choses quand on observe un tarot, c'est d'imaginer une histoire. Pourquoi est-ce qu'il y a cette suite logique? Est-ce que la suite veut dire quelque chose, ou bien est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est un ordre qui a été mis plus tard dans le temps? Donc, enfin, voilà, c'était la question que j'avais à l'historienne. C'est effectivement, en fait, non. Les ordres ont changé. Le plus grand historien du tarot, Michael Dumet, a trouvé dans les sources, les archives, 11 ordres différents. Donc, à l'origine, les cartes, déjà, n'étaient ni nommées, ni numérotées. On considère que les joueurs devaient assez bien connaître ces images pour leur donner un ordre qui leur paraissait naturel. La numérotation, de ce qu'on connaît, est apparue en France, déjà à Lyon au XVIe siècle, juste les numéros, et puis ensuite au XVIIe siècle avec les numéros et les noms, dans des tarots français, parisiens notamment.
À partir de là, est-ce qu'on peut dire que l'ensemble a un sens? Oui, enfin moi je pense que ça n'empêche pas qu'il ait un sens, c'est-à-dire que les ordres varient, mais il y a quand même un grand mouvement qui reste le même, c'est-à-dire on part du battleur, pape, papesse, impératrice. Après, dans certains ordres anciens, on a les vertus cardinales qui arrivent tout de suite après l'amoureux, donc on a l'amoureux, puis tempérance, justice, force. Puis après le chariot, la roue de fortune, le vieillard, enfin on l'appelait au départ le vieillard pour dire l'ermite, le traître pour dire le pendu, par exemple. Donc les noms changent aussi, les ordres changent aussi. Mais dans le fond, il reste un mouvement qui va vers le haut. C'est-à-dire que voilà les vicissitudes, les péripéties de la comédie humaine, j'allais dire, la roue de la fortune, la mort, et puis après l'au-delà, le diable, la maison Dieu, et puis après les corps célestes, et puis après le jugement dernier et le monde. Alors parfois c'est le jugement qui termine le jeu, et parfois c'est le monde, ça dépend des ordres que l'on considère. Donc c'est à la fois il y a à la fois des différences et en même temps quelque chose qui reste cohérent. C'est ça. Et l'ordre, enfin, moi je pense dans le jeu de tarot tel qu'il se joue aujourd'hui, il y a 3 cartes importantes, dont l'arcane 21 et l'arcane 1. On peut imaginer du coup que le battleur, qui est l'arcane 1, et le monde, qui est l'arcane 21, sont toujours restés à cette place-là, ou bien les règles du tarot tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est complètement réinventé. Ou ça aussi, je me suis jamais renseigné, ou je n'ai jamais rien lu sur ce sujet. Est-ce que le jeu de tarot tel qu'on le joue aujourd'hui, est-ce que on se base sur des règles historiques? Les règles du jeu? Pour ce qui est des règles du jeu de tarot, les plus anciens textes qu'on a, c'est du XVIIe siècle. Donc oui, elle remonte à assez loin. Par contre, j'ai pas étudié l'évolution de la règle du jeu quand on joue à table avec d'autres gens. Donc je sais pas, moi j'ai déjà joué au tarot en étant jeune, j'ai pas comparé avec les règles anciennes pour voir si c'était les mêmes. J'avoue que j'ai étudié avec passion les anciens tirages de tarot, mais j'ai pas eu le temps de me pencher encore sur l'évolution des règles. Mais elles sont anciennes. Par contre, on n'a pas les textes des règles du XVe siècle. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'effectivement, le battleur, le monde et le mat, ce sont les 3 cartes les plus importantes, considérées comme les 3 atouts les plus importants. Et on dit même que c'est eux qu'on appelait au départ les tarots. C'est-à-dire ces 3 atouts-là s'appelaient tarots. C'est bizarre, enfin, ça ressortait de l'ensemble. Que dire d'autre après Dans les anciens ordres, le battleur était toujours en premier et le monde presque toujours à la fin. Mais parfois, comme je disais, le jugement était à la fin. Isabelle, dans ton livre, tu mentionnes à un moment donné qu'en fait, il semblerait que une fois que enfin, même s'il y a 3 catégories, il y a A, B, C, je crois, dans les ordres, il y a toujours à peu près cette idée, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, que finalement on débute avec le monde humain, on va ensuite vers un monde de plus en plus spiritualisé pour finir dans quelque chose qui est complètement abstrait, symbolique, voire divin. Donc on pourrait dire qu'on passe du monde humain au monde divin avec un certain nombre d'intermédiaires, d'épreuves ou de symboliques rattachées à des vertus ou des épreuves à traverser pour atteindre un monde spirituel et un monde, on pourrait dire, élevé, purifié des épreuves terrestres. Est-ce que c'est quelque chose qui finalement va finir par structurer le tarot tel qu'on le connaît? Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle? Puis après, Jean, si tu veux intervenir là-dessus. Ce qui me paraît probable, c'est que, enfin déjà, pareil, l'historien Thierry de Poli avait trouvé des discours italiens du XVIe siècle qui parlent du tarot comme une sorte de modèle d'ascension vers Dieu. Alors il y a deux discours. Il y a un discours anonyme qui distingue une part active sous le diable et une part contemplative au-dessus du diable, qui est en 15e position, je crois. Oui, celui-là, il n'a pas bougé, il est toujours en 15e position.
Un autre traité évoque les triomphes comme des étapes à passer pour atteindre les choses célestes, en effet, avec tout ce qui est sous la roue de la fortune, c'est ce qui est périssable, qui sont jouets de la fortune, c'est-à-dire des vicissitudes de la vie. Et puis sous la mort, c'est tout ce qui périra. Et au-dessus, donc après l'arcane 13, tout ce qui est céleste et éternel. Le diable en faisant partie, du coup. On peut dire alors que oui, il y a peut-être une idée d'ascension, d'étape à franchir. Moi, ce que je peux dire aussi, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le tarot nous parle encore aujourd'hui, c'est-à-dire ce sont des grandes représentations de la vie humaine après tout. Le pouvoir, l'amour, le triomphe, la mort, l'impermanence des choses. Et ce sont des symboles qui étaient plutôt répandus au Moyen Âge. Donc c'est en ça que je pense que le tarot n'est pas occulte. Il faudrait que je revienne. Un historien a écrit un gros livre sur la roue de la fortune en disant qu'il faisait là l'histoire d'une banalité. Dis donc, c'est une banalité apparemment. Bon, pour nous c'est devenu un symbole très riche, mais qui était apparemment répandu. Mais c'est un beau symbole sur l'impermanence des choses, sur laquelle méditent les bouddhistes aujourd'hui. On pourrait dire que nos ancêtres avaient des choses sages à nous enseigner. Non, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, quand on regarde Notre-Dame. Oui, voilà. C'est encore que c'est un monde en lien avec le christianisme, des allégories chrétiennes. Je pense que le tarot l'évoque aussi, c'est-à-dire pour être un homme bien, il faut réaliser son salut. Enfin, faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté moralisateur, je pense, dans le tarot, enfin qu'on a gommé aujourd'hui, mais qui est l'idée, si tu veux être un homme bien, évite le diable, crains-le, ne fais pas le mal, Dieu peut s'abattre sur toi à tout moment, sa colère, pof, la foudre, la maison Dieu, impudent, pour qui te prends-tu? Enfin, je pense qu'il y a quand même des choses comme ça qui sont contenues dans ces cartes. La mort, l'arcane 13, c'est très moralisateur, c'est souvent en lien avec des récits moralisateurs, c'est-à-dire tu peux te prendre pour un roi, pour le pape, pour tout ce que tu veux, tu deviendras pourriture et charogne. N'oublie pas ça, pauvre mortel. Donc il y a Là en ce moment, je suis en train de chercher les textes juste pour mon deuxième livre parce que on étudie beaucoup l'iconographie des cartes, mais assez peu les textes d'où elles pourraient provenir, enfin qui les auraient inspirées. Et je pense qu'il y a un beau travail à faire là-dessus quand on dit qu'il y a les vertus cardinales, par exemple, qui viendraient de Platon. Et je me suis dit, mais j'ai même jamais ouvert la partie du livre de Platon qui évoque les vertus cardinales et comment il en parle. Il y a tout un travail à faire là-dessus. Donc là, j'essaie de compulser déjà les textes entre guillemets originaux qui auraient pu inspirer les allégories qu'on trouve sur les cartes. Et à côté de ça, il y a tout un univers mythologique de contes, de légendes où ces allégories apparaissent. J'ai trouvé les figures de l'ermite, du fou, même du battleur, de la mort dans de nombreux contes traditionnels. Donc il y a des merveilleuses choses à trouver encore qui pourraient en plus creuser un peu le sens des cartes. Donc c'est voilà ce que je peux en dire. Très intéressant. Et Jean, est-ce que tu voulais intervenir par rapport à cette question? Alors oui, par rapport à la signification qu'on peut donner aux arcanes majeurs et même aux arcanes mineurs qui sont assez souvent oubliés, c'est moi le tarot en fait je l'ai découvert il y a des années, mais par le biais, si je puis dire, j'étais un peu déformé par mon regard un peu centré sur l'ésotérisme, et du coup je m'étais il y a vraiment des années de ça, je m'étais procuré le livre de Oswald Wirtz. Justement on parlait de mouvements un peu occultes, hein. Le tarot des imagiers du Moyen-Âge. Et en fait, pendant longtemps, déjà premièrement, le tarot que Wirtz a dessiné ne me plaisait pas visuellement, et son texte c'est un texte très 19e, donc avec un peu la prétention, on ressent un peu la prétention du franc-maçon qui est derrière, et de l'homme du 19e siècle, qui veut que ce qu'il a trouvé comme signification est la vérité absolue. Et il se base beaucoup sur des écrits de Lévi, de Eliphas Lévi, qui même chose appartient à son temps, et à cette époque-là, donc au 19e, on dictait des vérités qui
finalement, lorsqu'on les confronte à des études scientifiques, historiens, perdent un peu leur saveur, puisque en même temps, quand on lit, on se dit ah oui, on est pris par une vérité transcendante, et puis finalement, quand on creuse un peu, on se rend compte que ça repose parfois sur des analogies un peu vite fait. Il y a par exemple cette tendance à vouloir associer les 22 arcanes avec les lettres juives, les 22 lettres de l'hébreu. Au début, je trouvais ça fantastique. Alors, il essaye de montrer, vous voyez, par exemple, le pendu, la forme de la jambe du pendu représenterait telle ou telle lettre. Et donc, au début, c'est passionnant. Et puis, progressivement, on a un arrière-goût soit de trop peu, soit de ça me semble un peu bizarre. Et du coup, je me suis écarté du tarot à ce moment-là, et je l'ai repris quelques années plus tard en découvrant en fait tout simplement des tarots historiens, des tarots, des facsimilés. J'ai le tarot Visconti, le Solabusca tarot, plus des facsimilés du tarot de Marseille du 18e. Et là, j'ai commencé vraiment à accrocher avec le tarot de Marseille et les tarots plus anciens. J'ai aussi découvert le tarot anglo-saxon, où là, ils ont eu la particularité de créer des dessins pour chacune des arcanes mineures. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé un peu à chipoter dans le tirage, eh bien, on me disait, voilà, on ne tire qu'avec les arcanes majeures. J'ai dit, ah ok, d'accord. D'ailleurs, Oswald Wirtz n'a redessiné que les arcanes majeures. Et j'ai dit, mais et tous les autres arcanes, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que j'ai découvert une tradition plutôt anglo-saxonne où les arcanes mineures, donc les couleurs numérales, le 1 de bâton, le 2 de bâton, le 3, etc. Il dessine, il recrée un dessin avec une petite situation pour chacune de ces arcanes, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un travail qui avait déjà été fait pour le tarot, par exemple, le Solabusca. Même chose, en fait, les arcanes mineures sont dessinées, et c'est là que mon voyage vraiment a commencé dans l'interprétation. Et moi, les arcanes majeures, ça me fait toujours un peu penser aux emblèmes du Moyen-Âge, où on a une petite image pour que tout le monde qui ne sache pas lire puisse visualiser une histoire, avec un petit texte, souvent un petit vers qui met moralisateur, bien souvent. Donc j'ai toujours cru qu'il y avait un peu une manière, que c'est apparu en même temps, ces emblèmes qui représentent des scènes bibliques ou des scènes moralisateurs, avec un petit texte ou une cartouche en bas. Je me suis dit, peut-être que le tarot a influencé les emblèmes, ou que les emblèmes ont influencé le tarot. Ça, je sais pas si Isabelle a quelques références ou quelques idées sur cette question-là. Je voulais juste intervenir, Jean, parce que tu disais que, tu as parlé de Eliphas Lévy, de cette époque, donc fin 18e, avec les interactions avec l'ésotérisme, les associations avec les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Et Isabelle, tu dis dans ton livre que finalement, ce que nous on considère, ce qui est souvent considéré dans certains livres sur les tarots comme étant une source associée, voilà, depuis longtemps, et que finalement, on pourrait retrouver l'œuvre alchimique hébraïque dans les tarots de Marseille. Finalement, c'est une association qui est historiquement beaucoup plus récente que ce qu'on pense. Hein, tu parlais dans ton livre, alors si je ne me fais pas d'erreur, 1788, donc était là et le début du tarot divinatoire, qui mélange le premier des aspirations avec l'Égypte ancienne, et puis surtout avec Eliphas Lévy, donc un peu plus tard, effectivement, il associe l'alchimie, la kabbale, etc. Donc finalement, c'est assez tardif. Donc Isabelle, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Enfin, c'est Kurt de Guesblin qui en 1781 va associer le tarot avec l'Égypte, avec l'idée que des sages ont préservé de la destruction leur savoir ancestral dans ce jeu de cartes.
et qui va développer tout un système autour de ce jeu. D'ailleurs, c'est curieux parce que ce soit Courbe de Guéblin et après Jean-Baptiste Aliette ou dit Etelia, eux, ils vont intégrer ce qu'on appelle les arcanes mineurs. En fait, ils vont considérer le jeu dans son entier avec ses 78 cartes ou 78 lames, comme dirait Etelia. Ils vont recréer un système complet, c'est-à-dire ce que Etelia va redessiner un jeu inspiré vaguement du tarot, un jeu différent, mais où on va retrouver des similitudes, les arcanes 10 mineurs, enfin je sais pas, 4 de denier, 10 de bâton, enfin tout y est. Faudrait que je retrouve le tableau avec les similitudes. Par contre, il va inventer d'autres cartes, mais il va garder un système complet de 78 lames, comme il les appelle. Et ça va en fait donner un nouveau jeu divinatoire qu'on appellera plus tard le Grand Etelia. Donc il y a des liens avec le tarot, mais pas que. J'ai un peu perdu le fil de ce que je disais. Du coup, oui, c'est par rapport au côté récent, voilà. Et effectivement, les liens avec le tarot, l'alchimie, la kabbale, l'hermétisme, ce sont des considérations récentes. Enfin, c'est Eliphas Lévi, c'est en 1857. Non, je sais plus. Dogme et rituel de la haute magie. J'ai oublié la date exacte de publication. Enfin, de toute façon, c'est au milieu du 19e siècle. Oui. C'est lui le premier qui associe la kabbale et le tarot. Moi, j'ai rien trouvé avant pour le moment. Et ce que je peux dire aussi, c'est que les sources médiévales de ce type-là, les manuscrits qui parlent d'alchimie, qui parlent de kabbale, j'ai un peu regardé comme ça sur Internet dans les bases d'archives ce qui a pu être numérisé. Mais personne ne les a vraiment étudiés encore. Moi, je connais pas d'historiens où il faudrait chercher les historiens spécialistes de la magie ou de l'occultisme au Moyen Âge, mais il y en a très très peu qui se sont penchés sur ces écrits. Il faut connaître la paléographie, il faut connaître l'hébreu ancien, il faut connaître le grec, le latin, encore une fois. Donc, moi, je croirais qu'il y a un lien entre le tarot et ces manuscrits, quand quelqu'un me montrera un manuscrit, on disant ah, vous voyez, c'est la même chose. Mais il y a un gros travail à faire, et c'est dommage parce que, enfin, ce serait bien que les jeunes gens qui font l'école des chartes ou qui font l'histoire à la fac et qui se spécialisent dans pour avoir accès à ces sources, ce serait bien que certains s'y mettent, quoi. J'ai trouvé un bouquin qui s'appelle Typologie des sources du Moyen-Âge occidental. Il y a des relevés complets de manuscrits alchimiques avec leur classement, leur nom et tout. Il n'y a plus qu'à aller dedans. C'est pour voir s'il y a des liens. Mais moi, je pense pas. Ça veut dire, Isabelle, que finalement, la symbolique, tout ce qui est l'association entre le tarot, l'hermétisme, la kabbale, etc., c'est un travail qui a modifié le tarot. Donc, on a modifié le tarot en fonction de ces connaissances-là et non l'inverse. On ne peut pas dire que le tarot plonge ses racines dans ces connaissances-là, mais plutôt qu'on a adapté le tarot à partir du 18e, 19e, selon l'hermétisme, selon la kabbale, etc. C'est une adaptation et une lecture après coup. Non, enfin là, comme le tarot dit de Marseille est apparu dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui au début du XVIIIe siècle, donc c'est pareil, on ne connaît pas l'artisan Cartier qui aurait pu faire quelque chose avec, enfin on ne connaît pas l'artisan Cartier qui l'a créé, on ne connaît pas son intention. Donc on peut pas savoir si c'est en lien avec de quelconques enseignements hermétiques. Oswald Wirth, par contre, certainement, il a recréé un tarot en lien avec cette science occulte, ou alors après le tarot anglo-saxon, le Rider-Waite. Mais c'est tout ce qu'on peut dire, quoi. Donc on peut pas savoir. Par contre, ce qui est clair aussi, c'est au XVe siècle, les premiers qui ont créé ces magnifiques tarots italiens enluminés, ils ont très bien pu avoir accès à des manuscrits d'alchimie. Pourquoi pas? Là, je retiens mon jugement parce que c'était des humanistes lettrés très savants qui avaient beaucoup de goût pour l'étude, pour certains. Et l'alchimie étant très 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 en prise, j'ai dit au Moyen Âge, les gens, aimaient ça. Il y en avait beaucoup de manuscrits alchimiques, donc pourquoi pas? Là,
Mais il faudrait en savoir plus sur ces manuscrits et en savoir plus sur la culture des gens qui ont pu être amenés à créer des jeux. Donc voilà, donc c'est ouvert. Ce serait bien d'aller chercher. Donc en fait, l'association est probable, mais voilà, elle n'est pas certaine, voilà. Et Jean, tu voulais intervenir, Oui, en fait, l'inconvénient de l'ésotérisme et de l'hermétisme en général, c'est que étant donné qu'ils se nimbent un peu d'un voile de mystère, tous ces gens comme Eliphas Lévy, comme Oswald Wirtz, qui sont soit francs-maçons, soit appartenant à des sociétés dites secrètes, ben en fait ils vont jamais donner leurs sources. Dans les livres de Oswald Wirtz, il y a aucun moment où il y a une note de bas de page, comme on nous apprend à l'université. On nous dit voilà, chaque phrase que vous énoncez comme une vérité, vous devez le sourcer. C'est un cauchemar au 19e siècle, ça n'existe pas. Et donc le tarot dit égyptien qui date du 18e, même chose. Ils disent je me suis inspiré de secrets qui sont maintenus à travers les siècles par des sociétés secrètes, mais ils donnent aucune source. Par contre, ils donnent son dessin à lui. Oswald Wirtz, c'est la même chose. Et Eliphas, c'est la même chose. En plus, voilà, Eliphas Lévy, c'est un pseudo, c'est un nom maçonnique. Donc, il crée complètement ça. Il se crée à lui-même une biographie qui n'existe pas. Ensuite, il va créer toutes sortes on ne sait pas en fait s'il le crée ou si c'est vrai et que en effet il faut monter au ultième grade de la franc-maçonnerie ou de la Rose-Croix pour découvrir en fait enfin la vérité que les historiens ne voient pas puisqu'ils sont que dans les faits. Mais voilà, c'est vrai que moi je fais un peu l'avocat du diable parce que étant passionné par l'ésotérisme, par la franc-maçonnerie, par le langage symbolique, c'était un peu contradictoire quand j'ai découvert le tarot parce que en fait le tarot que me proposait Oswald Wirtz ne me touchait pas. Et j'ai vraiment commencé à m'intéresser lorsque j'ai découvert le tarot de Marseille, authentique si je puis dire, en tout cas des facsimilés du 18e, parce que là tout d'un coup j'ai vu une pureté dans le trait dans lequel je pouvais entrer en résonance, ou un peu toute ma manière d'aborder les symboles, une place dans laquelle je pouvais entrer, où je pouvais me projeter, alors que dans les tarots plutôt ésotériques, alchimiques, ils forcent des symboles, ils vont apposer des symboles, par exemple, ils vont mettre tel ou tel personnage mythologique égyptien, alors qu'il n'y aurait pas lieu d'être. Ils vont un peu forcer le trait pour nous obliger à interpréter le symbole, alors que dans le tarot de Marseille, selon moi, c'est un peu plus épuré, et du coup, ça laisse un peu plus la place à l'interprétation. Et c'est pour ça que le tarot de Marseille, tel qu'on peut se le procurer en facsimilé, c'est une belle base, c'est une base dans laquelle on peut s'exprimer. Ensuite, évidemment, tout le tarot anglo-saxon on en a parlé, de Waite, et tous ceux qui se succéderont dans la lignée des anglo-saxons, c'est un tarot qui est créé de toutes pièces, si je puis dire, avec quelques allusions des anciennes cartes, des citations à gauche à droite. Mais donc, ce sont des tarots qu'on assume comme étant une création contemporaine. Et je pense que du coup, ça donne au tarot une manière de s'exprimer. Il y a comme ça des grands peintres. Moi, je pense à Dali, qui a créé son tarot, le tarot universel. Et voilà, c'est un tarot, il se base non pas sur le tarot de Marseille, mais sur le tarot de Waite. Donc, il reprend toutes les 78 cartes ou les 78 cartes de Waite, et il va, disons, se le réapproprier, y mettre un peu sa mystique propre à son langage artistique. Et donc je pense que l'ésotérisme, la kabbale, l'hermétisme et tout ça a sa place dans le tarot à partir du moment où on assume qu'on crée quelque chose à partir de son ressenti mystique, à partir d'une expérience personnelle, initiatique fort. Maintenant, le tarot de Marseille tel que
historique, c'est difficile de pouvoir dire, de pouvoir oser mettre ses propres interprétations sur un tarot qui est historique. Ça, c'est un peu compliqué. En tant qu'historien, en tout cas, pour moi, ça me pose problème. Oui, oui, oui. J'aimerais qu'on puisse avancer du coup un petit peu plus loin. Donc après 1788, fin 18e, début 19e, on arrive vers les époques où la structure du tarot dit de Marseille, tu me contrediras Isabelle ou confirmeras si voilà, tu compléteras. Comment le tarot de Marseille, donc dit de Marseille, commence à se structurer. Il y a quand même un ou deux ou trois courants un petit peu différents, mais on commence à avoir une stabilité dans les couleurs, dans les suites de cartes qui ne bougent plus trop, et on arrive à donc ce fameux Paul Marteau, hein, qui a eu donc là c'est fin 19e, début 20e, je sais plus, début voilà, qui a créé ce qu'a été ce que nous on appelle vraiment le tarot de Marseille, jusqu'à la rénovation du tarot par Grimaud et Jodorowsky. Là, je voudrais bien qu'on parle de ça un Jodorowsky et tout petit peu Camoin. après parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Ah pardon, Camoin. Camoin, oui oui, j'ai dit quoi? Oui, j'ai dit Grimaud, pardon, oui, Camoin, oui. Oui, voilà. Donc Camoin Jodorowsky, pardon. Et donc alors Isabelle, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de Paul Marteau et de voilà du personnage et puis de ce qu'il a fait et de son influence sur le tarot dit de Marseille. Déjà pour redire, enfin au niveau de du tarot dit de Marseille, comment un peu se fixe ce modèle. Enfin, c'est bien avant lui. C'est, je disais, le plus ancien tarot connu avec ce modèle-là, tel qu'on le connaît, c'est le tarot de Pierre Madenier, qui date de 1709 ou 1712. J'ai un trou là. Bon, c'est pas grave. Début du XVIIIe siècle. Ce modèle existait déjà auparavant sous une forme un peu différente, dont le plus ancien modèle, c'est le tarot de Jean Noblet, qui date des années 1650. Il se fixe en effet au XVIIIe siècle tel qu'on le connaît, et effectivement, Paul Marteau, en 1930, va éditer ce qu'il appellera l'Ancien Tarot de Marseille. Donc il reprend un modèle ancien, il le réadapte à sa façon, parce que en fait ce tarot-là aussi c'est une création personnelle en fait, comme tous les tarots publiés. D'ailleurs celui de Jodorowsky Camoin c'est également une création personnelle. Mais comme disait Jean, si c'est pleinement assumé, si c'est dans le but, enfin dans un but à la fois symbolique, initiatique, pourquoi pas quoi. Mais il y a dans les deux cas une création personnelle. Par contre Paul Marteau, effectivement, on le connaît assez peu et pourtant son œuvre est importante. C'est lui qui a relancé entre guillemets cette mode, enfin ce tarot de Marseille dit primitif, dit le plus pur en termes de symbole, qui plongerait ses racines dans le passé. C'est un peu son idée. Il s'est inspiré d'idées d'occultistes de son époque. C'est ainsi que j'ai retrouvé dans sa biographie. Enfin, déjà, qui c'est Paul Marteau? C'est le descendant de Baptiste Paul Grimaud qui a fondé une grande maison de quartier en 1858. Paul Marteau, c'est un héritier, c'est son petit-neveu. Il va rentrer dans les affaires de cette maison en 1912. D'après ce que j'ai vu, c'est un grand érudit, c'est un mondain qui adore aller dans les clubs fermés où il y a des grands hommes politiques, des artistes. Ça, on connaît assez peu. Et il adore l'occultisme et c'est un énorme collectionneur de cartes à jouer. C'est sa grande passion, les cartes à jouer. Et donc, dans les années, on sait que dans les années 1920, 1927, 1928, il a publié des critiques de livres d'occultisme dans la revue La Connaissance, et il va lire beaucoup une revue intitulée Le Voile d'Isis, si je ne m'abuse, qui a été fondée par Papus. Et il y a des articles sur le tarot, sur la symbolique des arcanes majeurs, avec des auteurs de l'époque qui disent d'ailleurs que ce tarot manque
et qui n'ont plus envie d'aller se fourvoyer comme cet abruti d'Aliette qui parle de tarot égyptien et qui a tout déformé avec son jeu à lui, qui voudrait retrouver ce symbolisme primitif. Et Paul Marteau, inspiré par ces articles, se dit que ce serait bien d'en republier un, effectivement, parce que dans les années 30, il n'y en a plus, apparemment, d'après ce que j'ai lu, il n'y en avait plus. Il y avait le grand Tétélia, il y avait des jeux divinatoires, le petit, le grand, le normand, des choses comme ça. Il y avait le tarot d'Oswald Wirth, il y avait d'autres tarots qui ont été édités à cette époque, on a un peu oublié aujourd'hui. Alors j'avais noté le tarot de Jean Chaboseau, par exemple, très inspiré par l'occultisme. J'en avais noté d'autres, j'ai un peu oublié là. Je les avais mis dans mon livre d'ailleurs pour montrer à quel point le tarot de Marseille ne va pas de soi quand même. Et donc curieusement, à cette époque, on a une passion pour l'occultisme, pour la divination par les cartes, par la réflexion sur les symboles du tarot, et il n'y a plus de tarot de Marseille. Papus a édité son propre tarot qui n'a rien à voir, avec des images complètement différentes, avec des symboles complètement différents. Et ce tarot de Marseille, apparemment les occultistes se plaignent parce qu'il n'y en a plus. Alors il reste forcément, Grimaud, la maison Grimaud continue de publier des tarots qui servent d'ailleurs à jouer. Mais ce n'est plus le pape et la papesse, c'est un tarot avec Jupiter et Junon. Donc Paul Marteau, d'une part, va essayer peut-être en tant que commerçant aussi de se dire ce serait bien d'en republier un vu qu'il y a une telle demande, et aussi en tant qu'occultiste passionné par le côté symbolique des cartes, de recréer un tarot qui selon lui serait symboliquement ouvert, qui serait justement inspirant. Je relisais un article sur sa vie où il paraît que il a laissé des lettres dans lesquelles il dit qu'il est allé voir le descendant de Camoin, en fait. Je termine vite fait là-dessus. Dans une lettre, il raconte qu'il est allé voir je sais plus le prénom le monsieur Camoin pour aller retrouver les pochoirs originels du tarot de Convert pour voir quelle couleur il y avait dessus. Ça, c'est intéressant. Voilà, c'est ça, d'accord. Et du coup, il va recréer, en 1930, il va créer un tarot avec inspiré à la fois d'un tarot de Convert et inspiré des planches, des dessins qu'il avait lui-même dans sa maison, d'un tarot de Lecard qui a été racheté par la maison Grimaud, par sa maison, et d'un ancien tarot de Convert qui avait été réédité par la maison Camoin au XIXe siècle. Il va s'inspirer de ces deux tarots pour recréer son fameux tarot qu'on connaît toujours aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, surtout pour les auditeurs, ce qu'est le tarot de Convert? Est-ce qu'il y a un lien avec le tarot de Jean Noblet? Est-ce que c'est la même époque? C'est vrai que c'est pas évident sans images d'expliquer tout ça. Non, le tarot de Convert, il est devenu célèbre parce que justement, le célèbre tarot de Grimaud en 1930 s'en inspire. Et en plus, dans les écrits occultes de cette époque, j'ai lu que certains auteurs en parlent et disent oui, selon eux, le tarot de Convert, c'est le plus authentique, le plus vrai. D'ailleurs, c'est un dénommé Joseph Maxwell qui a écrit sur la symbolique des arcanes majeures en 1928 qui dit ça, que ce tarot est vraiment le plus authentique, le vrai, le seul, l'unique, le pur, le beau. Et d'autre part, en plus, comme la maison Camoin en a hérité, Camoin et Grimaud restant les deux seuls quartiers au XXe siècle quasiment en France, ils pouvaient rééditer ces cartes aussi. C'est pour dire que certains jeux prennent du poids aussi par les aléas de l'histoire, c'est-à-dire le Jean Noblet, c'est un quartier parisien de 1650. Nicolas Convert, pour resituer, c'est un quartier du début du XIXe siècle, en fait. Son jeu ne date pas de 1760. La gravure date de 1760. Il est fort probable qu'il ait racheté les planches, il a effacé le nom de l'ancien maître quartier, il a mis le sien. Et par contre, c'est sans doute lui qui a créé les couleurs. Donc voilà, pour resituer. Donc si c'est son tarot aujourd'hui qui reste entre guillemets comme une référence, c'est parce que après les quartiers plus récents s'en sont servis. Jean Noblet, il a disparu un peu dans les limbes de l'histoire.
jusqu'à ce que les historiens du tarot aujourd'hui, enfin, il y a de plus en plus de gens passionnés qui vont rechercher ces tarots plus anciens et qui vont essayer de remettre les choses en place. Donc Jean Noblet est sorti de l'oubli, aussi parce qu'on peut le retrouver enfin en ligne sur Internet, on peut voir son jeu authentique. Donc tout ça, ça sort de l'oubli maintenant. Mais oui, on l'a oublié pendant longtemps. Donc après, voilà, les gens se sont basés sur le tarot de Convert pour dire c'est le seul, l'unique, le vrai, alors qu'il y en avait avant et qui était avec un graphisme différent, mais avec des symboles communs. Donc après, moi, je trouve ça difficile de dire que le tarot de Marseille, c'est qu'il y avait un tarot de Marseille primitif, que c'est lui qui est dépositaire d'un savoir occulte et pas les autres. Enfin, moi je trouve ça, c'est vrai que ça s'émiette un peu tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut envisager de connaître, de rencontrer le tarot un peu autrement, parce que déjà il y en avait plein avant le tarot dit de Marseille. On les connaît mal, beaucoup sans doute ont disparu. Mais quand je vois ce jeu qu'on appelle le tarot parisien anonyme avec des jolies images d'ailleurs qui représentent toujours battleur, papesse, impératrice, etc., mais figuré de manière différente. Par exemple, l'amoureux, on voit un couple s'étreindre avec passion sous l'égide de Cupidon. Le battleur, on le voit dans une auberge en train d'entourlouper les gens avec un petit singe au pied de la table. Il y a des images d'une grande beauté, pleines de vie et qui sont différentes. Donc, je pense que ce serait bien de réintégrer tout ça. Et malheureusement aussi, je pense que beaucoup ont disparu, donc on sera toujours frustré de voir qu'il y a des grands pans de vide dans l'histoire. Au XVIe siècle, il nous reste un tarot. 17e, il nous en reste quoi, 4 ou 5. Donc à partir de là, je suis assez irritée quand j'entends des gens dire oui, l'auteur du tarot de Marseille, c'est lui, ou alors ce sont les cultes à mystère mitraïque. Le tarot vient de là. Bon, ça me gaffe parce que en fait non, il y a aucune trace, il y a aucune source. Il y a des pans entiers, des siècles entiers où on n'a rien. Donc je pense qu'il faut pas chercher à combler les brèches inutilement. Ça fait que rajouter de l'obscurité au lieu d'éclaircir, je trouve. Voilà, c'était le coup de gueule du matin. Le coup de gueule. Mais en fait, oui, je suis tout à Voilà. fait d'accord. En fait, comme je disais, c'est très 19e de dire l'authentique, le vrai, l'original. Ce sont des mots qui appartiennent un peu qui sont à la bouche de tous les intellectuels du 19e. C'est partir au primitif, retrouver l'origine des choses. Et ça, dès la Renaissance, on a ce besoin de repartir vers les origines. À la Renaissance, on veut se relier avec l'Antiquité. Donc c'est normal que le nouveau siècle des Lumières a essayé de faire des ponts avec l'Antiquité, mais l'Antiquité égyptienne aussi, avec des cultures extra européennes. Donc c'est normal, mais aujourd'hui on a cet incroyable outil qu'est la documentation scientifique, qui est pratiquement entièrement disponible sur Internet et tout ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, continuer à dire le tarot, ça vient, l'origine du tarot, c'est en Égypte, ou faire ces ponts-là, c'est un peu dangereux parce que premièrement, ça fait des clivages, c'est-à-dire il y a ceux qui pensent que le tarot c'est ça, et ceux qui pensent que le tarot c'est ça, et ceux qui pensent, et du coup c'est s'opposer inutilement, alors qu'en fait le tarot, si on imagine on n'a plus accès à ce tarot original qui n'existe probablement que dans notre esprit un peu mystique, en fait on imagine juste que le tarot est né un peu partout, qu'ils se sont tous influencés les uns les autres. Le tarot, c'est un petit temple de voyage. C'est quelque chose qu'on peut mettre en poche. Donc, il suffit qu'il y ait un monsieur qui a parcouru l'Europe entière avec un tarot en poche. Il joue avec les personnes qui l'hébergent. Et voilà, on fait un nouveau pont. Donc c'est assez incroyable de vouloir penser qu'il y ait un tarot, alors qu'en fait, c'est une source inépuisable d'inspiration. Donc voilà, et aujourd'hui, je pense que j'ai un peu fait la paix avec mon besoin très
ésotérique de trouver l'origine des choses. Parce que voilà, vu que je suis très intéressé par la franc-maçonnerie, par l'ésotérisme et tout, en fait, ça m'a fait du bien avec le tarot de Marseille de me dire, en fait, il y a plein de tarots et justement, je peux un peu, voilà, laisser un peu la pression s'en aller, me dire, il n'y a pas un seul tarot, tous les tarots se vaillent, mais c'est un peu un tarot dessiné par quelqu'un, c'est un peu sa carte de visite à lui, c'est la manière dont lui a vu le tarot, et je suis assez bien, je suis bien placé pour dire ça, parce que quand je me suis dit ça, j'ai voulu me lancer moi-même dans le dessin d'un tarot, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok, je ne veux pas, j'ai pas la prétention de vouloir faire le tarot original avec le symbole authentique. Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime le symbolisme, j'aime Harry Potter et j'aime le tarot. Du coup, j'ai dessiné, c'est venu tout simplement, j'ai dessiné un tarot Harry Potter. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein ça se prête bien à la pop culture. Il y a plein de tarots, par exemple, il y a un tarot Seigneur des Anneaux, un tarot Le Petit Prince de Saint-Exupéry, un tarot, il y a plein de tarots différents. Et donc, j'ai voulu faire mon propre tarot, et c'est un voyage extraordinaire que de partir à la recherche de plein de tarots différents pour essayer de s'inspirer et ensuite réfléchir, tiens, la symbolique du battleur, ça me fait penser à quoi dans Harry Potter? La symbolique de l'amoureux, du mat, la symbolique du monde. Comment est-ce que je pourrais transposer ces symboles-là, ces archétypes-là, dans l'univers d'Harry Potter? Et vu que c'est un sujet que je maîtrise assez bien après avoir écrit un livre, j'avais un petit arrière-goût de trop peu. J'avais envie de mettre un peu toutes ces connaissances dans une œuvre qui serait originale. Donc voilà, c'est pour ça le tarot est passionnant, parce que ça ouvre c'est une source d'inspiration incroyable. Isabelle, tu voulais intervenir? Oui, c'est parce que quand tu évoquais justement des gens qui voyageraient avec le tarot et qui, ça m'a fait penser à Kurt de Guesblin. On a son récit quand il est arrivé à une soirée dans les années 1760 chez son ami. J'ai oublié son nom, elle, c'est la baronne Helvétius, je crois. Et puis c'était des salons parisiens très en vogue. Et puis paraît-il justement, ils étaient en train de jouer au tarot, au jeu de cartes, au tarot dit de Marseille. Enfin, un jeu qui devait ressembler à ça. Et puis c'était un jeu qui venait de l'étranger à l'époque, c'est-à-dire on ne jouait plus beaucoup au tarot en France. Donc quelqu'un en avait amené un, il jouait au tarot et Kurt de Guesblin avec ses amis, ils se sont dit mais c'est un jeu égyptien, et ils ont commencé à dire des commentaires dessus et à déclarer, et c'est le texte même de Kurt de Guesblin, en un quart d'heure le jeu fut déclaré égyptien. Et hop, il s'est mis après à élaborer un système avec ce jeu qu'il avait dans les mains. Et c'était venu de rencontres, de voyages comme ça, donc ça rejoint un peu ce que tu dis, je pense, Jean. Et effectivement, après je trouve que ce jeu, c'est une belle ouverture. Moi, c'est ça. Ce qui me paraît le plus mystérieux dans tout ça, c'est comment ce jeu de cartes créé au XVe siècle peut encore inspirer les gens aujourd'hui et effectivement rester un système suffisamment ouvert et riche pour que chacun s'y retrouve et puisse créer, élaborer soit son propre monde, son propre système symbolique, ses représentations, créer son tarot. Et je trouve ça tellement plus riche comme ça que d'enfermer dans des considérations genre oui, le plus pur, le vrai, c'est ça, et il n'y en a pas d'autre. Je pense que de plus en plus de gens s'éloignent de ça aujourd'hui, quoi. Il y a une liberté dans la création. J'avais un peu fait le compte des bouquins qu'on reçoit à la Bibliothèque nationale de France par le dépôt légal. Le dépôt légal, c'est l'obligation de déposer des livres à la BNF quand on publie depuis François Ier. Et les livres sur le tarot, mais avant l'an 2000, pour tout le XXe siècle, on en a moins de 300, et après l'an 2000, pour les 20 premières années, on en a déjà plus de 300. Et ça n'arrête pas. Et les cartes aussi, c'est-à-dire c'est que jusqu'en 1945, on n'était pas libre de créer des jeux de cartes comme ça.
C'était très réglementé et seuls des artisans, enfin des maîtres quartiers qui étaient agréés par l'État pouvaient le faire, comme Grimaud, Camoin. Et c'est très récent le fait de pouvoir créer son jeu de cartes librement. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et du coup, je disais que moi-même, je crée quelque part mon propre tarot aussi en créant des spectacles de contes, enfin de récits contés en lien avec les arcanes du tarot. Donc il y aura 22 récits d'1 heure à terme. J'en ai déjà écrit 5 et joué 5 en lien avec la grande thématique de chaque arcane, qui sera en lien avec un personnage, une thématique et qui va évoluer. Et donc je tire d'autres cartes après pour les péripéties de l'histoire. Mais la première, c'est la thématique principale de l'histoire et le personnage principal. Et je me suis dit, tiens, ça fera un tarot en fait. C'est génial. D'accord. Ça fera un tarot vivant, ce sera autre chose, mais super. Oui, c'est intéressant. Et c'est vrai que le jouer, l'incarner, c'est Ça doit être puissant. Et les symboliques du tarot sont tellement fortes que finalement, on peut décliner vraiment dans beaucoup de genres, quoi. C'est vraiment, c'est fort, quoi. C'est pour ça, je pense que d'ailleurs, on en parle toujours autant. Je voulais dire, par exemple, quelque part, le diable, quand on voit ce personnage, enfin, il est dans notre culture depuis au moins 1 millier d'années, voire plus. Enfin, les démons, ça remonte à l'Antiquité dans la Bible. L'archétype du mal, mais il y a de quoi faire des montagnes de spectacles avec ça, de toute façon. Donc c'est vrai qu'en quoi c'est toujours parlant, c'est toujours évocateur. Et les récits traditionnels autour de ce personnage, n'en parlons même pas. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et je pense que c'est pour ça que le tarot nous parle aujourd'hui, parce que ces images ont quand même, malgré tout, effectivement, des racines assez lointaines maintenant, assez anciennes, qui sont dans notre, comment on appellerait, notre inconscient collectif, comme dirait Jung. C'est notre culture, c'est notre civilisation. Ouais. Donc forcément, ça nous parle. Et c'est en ça que je trouve que elle est peut-être là, la richesse du tarot aussi. Ouais, d'accord. Eh ben, ça sera peut-être le mot de la fin. Jean, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour une petite conclusion? Oui, tu parlais justement de Jung. C'est vrai que le tarot tel qu'on pourrait le pratiquer aujourd'hui, je trouve intéressant, enfin je trouve chouette parce que il nous permet, en plus que de voyager dans l'histoire, le temps et dans l'histoire, le temps, les pays, mais c'est quand on tire le tarot, c'est un voyage intérieur qu'on fait. Chaque archétype nous fait faire un voyage dans un aspect de notre monde psychique. Et c'est vrai que je pense que les apports de Jung et de la psychanalyse apportent beaucoup au tarot, parce qu'aujourd'hui on peut tirer les cartes pour faire une petite psychanalyse personnelle, faire un voyage en soi, se dire tiens, comment je vais faire pour équilibrer les forces dans mon subconscient, dans mon psyché, à travers ces personnages qui nous ramènent chaque lame nous ramène un peu plus au centre de nous-mêmes. Voilà, ce serait mon mot de la fin, c'est la petite virgule jungienne. D'accord. D'accord. Isabelle, est-ce que tu veux dire un dernier mot? J'aime bien terminer sur ce que je viens de dire il y a 1 minute. Je pense que c'était très bien. C'est ce que je pense profondément et ce que j'ai envie de partager. D'accord. Alors, comme à chaque fois, je le dis dans la description du podcast, sur le web, la diffusion, il y aura toujours un petit descriptif et donc je mettrai les liens vers vos livres respectifs. Et puis Isabelle, si au moment où le podcast est publié, tu as un nouveau titre qui est paru, on le mettra. Jean, pareil, voilà. Et puis en tout cas, merci beaucoup à vous deux parce que c'était une grande émission. Là, on a fait 1h15. On a un peu pété les scores. Ce que je me dis, c'est que c'est tellement riche que si vous êtes OK et si les auditeurs sont motivés, on fera un autre podcast spécial sur le tirage cette fois, un peu plus orienté, donc peut-être sur les différents niveaux de lecture des arcanes majeurs, sur comment tirer,
Voilà, pour débattre sur tout ça. Voilà, si vous êtes bien motivés. Avec plaisir. Ah bah super. Bon bah allez, je vous dis salut Jean, salut Salut. Isabelle, et je vous dis à tous à très bientôt. Merci Bye bye. encore. À bientôt.